Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour la rétrospective des événements de la semaine. Le discours du président du Conseil sur l'état de la nation ou la déclinaison de sa vision pour le Togo devant le Congrès. Les difficultés actuelles de l'Alliance nationale pour le changement et plus généralement de l'opposition à peser sur les événements dans le pays. Le nouveau mandat du président de l'ANC à la tête de la commune de Gof 4. La supposée illégalité du décret portant nomination du premier gouvernement de la Ve République. La polémique relancée par l'ANC sur le titre de père de la nation. Les déguerpissements en cours dans la ville de Lomé. Le prochain sommet sur le panafricanisme à Lomé. Voilà les principaux sujets retenus pour l'émission de ce jour. Vous l'avez sans doute deviné, notre invité ce matin est le président de l'Alliance nationale pour le changement et maire de Gof 4, Jean-Pierre Fabre, le président donc national de l'ANC. Bienvenue à toutes et à tous à cette émission dont la mise en onde est assurée par Kodjo TV et sa coordination digitale est signée Amjoy Allah qui se charge de vous permettre de nous suivre en direct sur Facebook et tapez Victoire FM et le tour est joué. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et merci d'avoir honoré notre invitation. L'Alliance nationale pour le changement a vu le jour en octobre 2010, mais très rapidement, ce parti s'est imposé comme le principal parti de l'opposition. Vous en étiez même le chef de file et vous aviez au moins 16 députés, je ne sais plus exactement le nombre, 16 ou 18 députés. 18 députés, voilà, et avant les élections de 2018. Alors, vous aviez obtenu à l'élection présidentielle de 2010 un score de près de 34%. Alors, mais aux dernières législatives, vous n'avez obtenu qu'un seul siège. On peut faire le même constat pour les sénatoriales. Et donc, et puis les municipales aussi. Alors, le parti est visiblement en perte de vitesse, monsieur Jean-Pierre Fabre. Pas du tout. Le dire, c'est affirmer que les élections se déroulent dans les conditions d'équité, de transparence, de démocratie. Pas du tout. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont déterminés à organiser des élections, selon un processus, le processus électoral est fondamentalement biaisé. Quand je dis ça, je parle du découpage électoral qui viole l'article 5 de la Constitution, selon lequel le suffrage est universel, égal et secret. Mais personne ne s'intéresse à ce que cet égal veut dire. Le égal, là, ça veut dire le poids des suffrages de Lomé jusqu'à Saint-Cassé doit être égal. Or, il y a des députés qui sont élus par tel nombre de voix, ailleurs par 2 fois moins, ailleurs par 3 fois plus. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est en violation de l'article 5 de la Constitution. Quand je dis ça, excusez-moi, mais je parle de la Constitution de 92, puisque j'ai un rejet absolu pour la Constitution dont nous parlons. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mais c'est dans la même condition qu'il y a eu les élections de 2013, et vous avez eu jusqu'à 18 députés, quand vous avez jusqu'à 18 députés. Non, c'est pratiquement les mêmes conditions qui... Vous vous trompez même. En tant que secrétaire général de l'UFC, alors je suis désolé de citer ce parti qui n'est pas mon ami, mais nous avons 27 députés. Il ne s'agit pas de... Mais quand nos adversaires se sont rendus compte que nous sommes des gens résolus, déterminés à nous imposer, et que nous travaillons de manière très rigoureuse, mais ils se sont donné les moyens partout de créer le découpage. Ils ont redécoupé. Personne ne s'intéresse au découpage. Les gens croient qu'il suffit d'aller voter. Non. Le découpage est très important dans les élections législatives. Dans les élections présidentielles où on va dire que tout le territoire national est une circonscription électorale, c'est pas important. Mais les élections législatives, il s'agit de l'élection des députés circonscription par circonscription. Et donc, il faut veiller à ce que l'équité prévale. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. Nous avons beau crier, personne ne nous suit. Donc,
au fur et à mesure que ces élections-là, parce que quand vous parlez de 2007, 2013. non, vous avez parlé de 2013, moi je vous ramène en 2007, Ok. où notre parti, le parti dont j'étais le secrétaire général, avait eu 27 députés. Nous étions le tiers de l'Assemblée nationale. Mais je vous donne même un exemple sur ça, là-dessus. Vous verrez le problème du découpage. En 2007, je cite de tête, hein, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça doit être exact. En 2007, l'opposition avait 1 200 000 voix. Les voix qui se sont agrégées sur les partis qui se présentent, se réclament de l'opposition. 1 200 000 voix. Combien de députés? À votre avis? Combien de députés? 31. Ensuite, 900 000 voix sur le parti au pouvoir. Combien de députés? 50. Alors, ça veut dire que la majorité à l'Assemblée nationale n'était pas une majorité. Ils avaient... Oui. Donc, c'est le processus là qui a continué jusqu'à aujourd'hui. En découpant, en redécoupant. Quand nous avons protesté, ils ont dit ils vont redécouper. Ils ont redécoupé en pire. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on dise que l'opposition est en déliquescence ou que la ANC... Non, il y a un découpage électoral. C'est les conditions. Non, laissez-moi terminer. J'ai dit, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est le processus électoral fondamentalement biaisé. Le deuxième phénomène, c'est un scrutin ostensiblement frauduleux. Vous avez vu le scrutin dernier. Il y a un proviseur, je crois que c'est Akara, qui fraudait tranquillement. Mais la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il a été selon la loi? Est-ce qu'il a été poursuivi? Ça fait longtemps que vous déplorez, enfin vous dénoncez ce que vous appelez donc les fraudes, et par exemple le cas de ce proviseur-là. Alors pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des dispositions pour contrer ces fraudes-là? Bien. Nous avons toujours fait ça. Nous avons toujours protesté. Si vous vous souvenez, nous avons quitté ce qu'ils appellent la CNAP. Nous avons quitté ce qu'ils appellent le CPC. Le CPC. Tout ça, ce sont des organes pour tromper l'opinion et surtout la communauté internationale. Parce qu'au sein de ce CPC, vous avez des gens à qui on a promis des postes de sénateurs. Et ils ont été élus, ils ont été nommés sénateurs après. Ce sont ces gens-là qui vous perturbent lorsque vous réclamez des conditions de transparence, d'équité, etc. Ce sont ces gens-là qui ne vous laissent pas vivre. Et donc, c'est ceux-là qui soutiennent le pouvoir en place et c'est ceux-là qui permettent à ces élections de s'organiser dans les conditions que nous connaissons. Oui, bon, Monsieur Fabre, est-ce que cela suffit pour expliquer ce que nous considérons comme les difficultés de l'opposition aujourd'hui, notamment de l'ANC? Certains de vos militants ont ouvertement et publiquement contesté à un moment donné votre leadership. Quand d'autres ont démissionné avec fracas du parti, n'y a-t-il pas un certain malaise même au sein même du parti que vous dirigez? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Il y a des gens qui ne sont pas aussi patients et armés pour la lutte politique. Vous voyez, il faut des convictions solides et il faut être armé pour la lutte politique. Lorsque, sur la longue période, vous n'arrivez pas à accéder au pouvoir, comme certains le voudraient, ils sont arrivés, ils pensent que les choses sont... Moi, je suis persuadé depuis longtemps que je cours un marathon. Donc, je suis en plein dans ma course de marathon. Mais certains pensaient que c'était un 100 mètres. Ils sont arrivés. Fabre, avec sa détermination, il va nous amener rapidement au gouvernement et tout ça. Eh bien, ils n'ont pas vu ça. Donc, certains qui pensent que par leur formation académique, ils peuvent parler, ils parlent.
Ils écrivent des choses qui sont fausses, mais vous savez, quand vous êtes des gens comme nous, la majorité du parti, à qui je tire un chapeau, et quand vous êtes des gens comme ça, vous ne vous laissez pas perturber par les je n'avais pas dit élucubration, c'est pas bon pour eux. Mais bon, la volonté ou la faiblesse de certaines personnes qui, chemin faisant, sont fatiguées, vous continuez votre route parce que la destination, c'est réaliser le changement. Ce n'est pas devenir ministre, devenir premier ministre. Tout ça m'a été proposé. Mais en quoi ça changerait le sort du citoyen lambda? Que je devienne Premier ministre pour servir le RPT, unir, mais qu'est-ce que ça changerait? L'objectif, c'est le changement. Oui, alors Monsieur Fabre, tout à l'heure vous parliez de certains qui se réclament de l'opposition et qui vous mettraient des bâtons dans les roues. Alors vous-même, vous êtes régulièrement accusé d'être un opposant radical le jour, mais un allié du pouvoir la nuit quand tous les chats sont gris. Alors l'année passée seulement, l'un de vos militants, un ancien député, avait fait des déclarations qui ont laissé beaucoup de personnes perplexes. Qu'avez-vous à dire pour élever tout équivoque sur ces accusations qui ont semé, je dirais, le doute ou du moins le trouble dans le cœur de certains de ceux qui vous suivent? Non, ça ne devrait jamais semer le doute. Parce que notre parcours est clair et clean. Il n'y a pas l'ombre d'une souillure sur notre parcours. Vous savez, bon, on s'en prend beaucoup à Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai du mal à parler de moi. Et je pense que c'est valable pour un peu tout le monde. Parce que je suis quelqu'un de déterminé. Déterminé. Parce que je ne cours pas après les honneurs. Les honneurs, c'est pas ma tasse de thé. Mon objectif, c'est le changement. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à Fabre? On a dit que Fabre, on a dit des choses horribles sur moi, sur ma mère. On n'a pas attaqué la mère de quelqu'un, mais on a attaqué ma mère. Elle serait la maîtresse de Gnassingbé Yarima, ce qui est impossible, mais on l'a dit. On a dit que ma mère a été secrétaire générale du RPT, ça n'a jamais existé. Tout ça, peut-être je commets l'erreur de penser que les Togolais eux-mêmes feront la part des choses. Disons que c'est une erreur. Et que il faut que j'explique aux Togolais que c'est ma détermination, c'est parce que je n'ai pas d'autre objectif que le changement, que je suis la cible de ces attaques odieuses. Donc vous ne rencontrez pas les tenants du pouvoir Non, voilà. Non. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Jamais. Et je le dis ici. Donc vous pouvez défier tout le monde. C'est que si quelqu'un peut... Voilà, c'est même pas la peine de défier parce qu'ils n'auront jamais... ça s'appelle quoi? Ça s'appelle calomnie. Ça s'appelle jalousie. On a dit que j'ai pris de l'argent, 30 millions, qui ont été remis à l'un d'entre nous, devant nous tous. Je n'ai jamais vu la couleur de cet argent. Ça n'a pas empêché qu'on dise sur les réseaux sociaux et ailleurs que Fabre a eu 30 millions. Et ce ne sont pas les gens du... Bon, je ne peux pas l'affirmer, mais ce sont des gens de l'opposition qui l'ont dit. Tout ça... Bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Le jour, la veille de la signature de la fameuse feuille de route de la CEDEAO en 2018, je pense, 2018, et nous avons été reçus par le président Alpha Condé. Oui. Et donc, il avait une copie du document, la feuille de route. Et il me donne le document, il nous reçoit, on était peut-être 7, 8, 10, je ne me souviens plus. Et il me dit, Fabre, lis le document et dis-moi ce que tu en penses. Devant nous tous, j'ai lu le document. Et puis je lui dis, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que c'est pour tous, c'est pour ça que
nous faisons notre lutte, c'est pour participer au festin. C'est la phrase que j'ai utilisée. Pour participer, s'asseoir à la table du festin. Pour que nous faisons la lutte? Non. Nous faisons la lutte pour avoir des conditions d'élection libres, transparentes et démocratiques. Ce n'est pas pour qu'on nous dise qu'il y aura, lorsque la feuille de route sera signée, il y aura, ça a été appelé un gouvernement d'ouverture. Moi, je ne tiens pas à participer à un gouvernement d'ouverture où vous serez dissous dans le RPT unir. Non, pas du tout. Donc, quand j'ai dit ça, moi, je pensais que tout le monde serait content. Quand nous sommes sortis, un de mes camarades m'a demandé, devant les autres, on était en train de discuter de ce qu'on fera des 30 millions qui nous ont été remis la veille. Et on a dit, bon, on va se retrouver demain au cours de la réunion, on va l'annoncer, et puis on va le remettre au trésorier pour les manifestations, etc., etc. Et mais pourquoi tu as dit que on n'est pas là pour s'asseoir autour de la table du festin? Je l'ai dit parce que c'est ce que je pense. Il a dit que la veille aussi, au moment où, avant qu'on nous remette l'argent, tu as dit d'autres choses. Que si tu réponds des choses comme ça au chef d'État, c'est mauvais. Et moi, je ne suis pas là pour caresser ou ne pas caresser un chef d'État. Je suis là pour dire les choses. Je suis le mandataire d'un groupe, mon parti. Quand je rencontre un chef d'État, il est important que même si je ne dois pas faire le malin, montrer que je ne suis pas radical, je suis véridique. Je dis les choses. Et nous nous battons pour le changement. Alors, donc, pourquoi, si je réponds à votre question, oui, pour terminer, oui, pourquoi est-ce qu'on s'en prend toujours à Fabre? Parce que Fabre, il dit les choses telles qu'il les pense. Je pense poliment, mais je pense rigoureusement. Et comme certains pensent qu'il faut mettre les formes, il ne faut pas dire les choses, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais je vous affirme, au moment où je vous parle là, je ne rencontre jamais personne, je ne sais même pas où ils habitent. Je ne rencontre personne du parti RPT Unir, ni le chef de l'État, ni qui que ce soit. Jamais. Parce que ce sont des attitudes de compromission qui m'empêcheraient d'avoir ma liberté de ton. Et donc, ma liberté de ton, c'est plus fort que tout. Alors, M. Fabre, les accusations de collusion de l'NC avec le pouvoir ont particulièrement fusé ces derniers temps à la suite de votre réélection à la tête de la commune de Golf 4. Alors, expliquez-nous, moi je dirais, par quel tour de magie l'NC qui avait seulement 5 élus municipaux a-t-elle réussi à ravir le siège du premier deal de Golf 4 au nez à la barbe du nez qui en avait 6 et qui avait bizarrement plus d'alliés que vous? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Ça va me permettre de régler un certain nombre de problèmes. Je voulais en parler, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion d'en parler. Je me suis tué. Certains de mes collègues sont passés sur vos plateaux pour... On parle de plateau pour la radio. Oui, c'est aussi un plateau. Oui. Donc, pour en parler. Mais je suis très concerné par ça. Ce que vous venez de dire, vous dites Unir avait 6. Oui. Nous, on avait 5. Oui. Il y a un siège de différence. C'est ça. Bon. Mais maintenant, parmi les autres conseillers municipaux, on avait le sentiment qu'il y avait plus d'alliés, potentiellement plus d'alliés pour Unir que pour l'ANC. Donc, vous avez le sentiment, mais évitez d'avoir des sentiments. nous sommes en politique. Oui. Hein? Oui. Vous prenez 2 blocs. Vous avez ANC et ses alliés. Vous avez Unir et ses alliés. J'ai vu sur les réseaux sociaux que la tendance donnait 12-11 ou quelque chose comme ça. Oui. 12-11, c'est largement jouable, n'est-ce pas? Ça, c'est pas moi. Ce que je lis. Oui. Mais en vérité, c'est pas ça. Vous avez des tensions dans les blocs.
Moi, je suis un bloc fondé sur la conviction, la volonté de changement. Oui. Je ne veux pas dire ce qui anime les autres du bloc en face. Mais je suis persuadé qu'il n'y a plus de conviction. Ça, j'affirme cela. Donc, les tensions dans les blocs peuvent faire traverser le tapis, comme on dit. Hein? Donc, constituer une majorité, c'est une question de discussion et de choses. Et donc, nous avons lancé des discussions comme nous avons fait il y a 6 ans. On l'oublie. Il y a 6 ans, on a constitué une majorité et on a pris tous les sièges de l'exécutif. Donc, c'est la même chose qui s'est produite. Et je peux vous dire que l'attitude du RPT Unir, ce soir du 17 octobre, ça a laissé chez moi beaucoup de frustration. Et pourquoi? Une immense frustration. Pourquoi? Parce que, d'abord, par rapport à ce qui a été dit par la suite, j'ai négocié ceci, j'ai négocié. Je n'ai jamais rien négocié. Il faut que ça entre dans la tête des gens. Je m'appelle Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre ne fait jamais de compromission. Jamais. Il est comme ça. C'est dans son ADN. Certains veulent me voir aller ailleurs. Eh bien, je ne sais pas, ils vont mourir sans que leur souhait ne soit satisfait. Parce que je suis comme ça. Ce n'est pas pour leur faire mal ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un objectif à atteindre. Apporter le changement. Libérer le peuple togolais des griffes du RPT Unir. C'est ce que je me suis fixé comme objectif avec mes collègues du parti. Donc, je ne peux pas avec ça aller négocier. Donc, mais je vous dis ceci. Oui. À quelques jours, c'est-à-dire, je crois, 72 heures du 17, ça veut dire nous sommes au 14. Un de mes collègues, qui est conseiller spécial dans le parti, c'est-à-dire un rang très élevé, Oui. conseiller spécial du président, il vient me voir pour me dire il a rencontré, à la demande de la personne, il a rencontré cette personne de haut rang dans UNIR qui lui demande il faut qu'on se voit pour discuter. Pour discuter du Golfe 4. Ah bon? Je dis discuter du Golfe 4, ce n'est pas faisable. Pour une raison très simple. Nous sommes à 72 heures. Nous menons des discussions pour avoir une majorité. Oui. Donc, on attend. Mais on est à 72 heures. On va discuter après l'élection si mais ceux qui font une offre de discussion avec moi au sujet du Golfe 4, s'ils en sont d'accord, on discute du Togo après les élections. Les élections ont lieu le vendredi 17 octobre. Eh bien, je suis d'accord pour que le lundi, on ouvre des discussions sur le Togo, avec la 5e République et toutes ces choses, qui sont les éléments fondamentaux de discussion. Le Golfe 4 est dans le Togo. Si on règle les problèmes du Togo, je suis persuadé qu'on réglera les problèmes du Golfe 4. Donc, attendons les élections. Les élections du 17, après, on discutera. Alors, va leur dire que nous trouvons inopportun d'ouvrir des discussions à 72 heures sur le Golfe 4. Nous ne voulons pas discuter du Golfe 4. Maintenant, si je suis battu à ces élections, mais il y a une vie après la mairie. Moi, quand je vais à un examen, je ne pleurniche pas pour qu'on me montre les épreuves avant l'examen. Quelle serait ma fierté si
je remporte ces élections après négociation, quelle serait ma Non, mais fierté? est-ce que c'est mauvais de négocier? Est-ce qu'en principe, Non, en politique, on négocie? oui, oui, mais pas pour négocier. Quel visage je vais présenter, quelle raison je vais présenter à ceux avec qui j'ai constitué une majorité et que je voudrais soumettre au vote? Quelle raison je vais leur présenter? Que non, nos discussions là n'ont plus de sens et que non. Dans la vie, il faut être honnête. Il faut être honnête, y compris en politique. La politique n'est pas le lieu de la malhonnêteté. Dans la vie réelle, comme en politique, il faut être honnête. Alors, Monsieur le Président, on va avancer. Nous apprenons sur les réseaux sociaux que le préfet de Glof vous a enjoint de reprendre l'intégralité de la réunion du conseil municipal relative à la mise en place des commissions permanentes. La procédure que vous aurez suivie serait marquée par de graves irrégularités et serait aux antipodes du cadre légal en vigueur. Et vous qui êtes connu pour vos critiques acerbes contre le pouvoir et qui, d'après vous, ne respecte pas ses propres lois, alors que vous est-il arrivé? Pourquoi vous avez fait les choses à côté de la loi? Bien. On n'a rien fait à côté de la loi. La preuve, c'est que ceux que nous avons battus, ils n'ont élevé aucune protestation, aucune contestation. Il y a un procès verbal qui a été dressé et qui a été adressé au préfet. Bon, je peux comprendre. Le préfet, il est victime de quelques confusions. Il y a deux confusions majeures. Oui. La première confusion, c'est qu'il dit que nous ne l'avons pas informé, Oui. que la loi nous oblige à l'informer 3 jours avant. Bon, je vais dire de manière soft qu'il y a une confusion. Il se trompe. Il n'y a pas d'obligation de prévenir le préfet lorsque vous vous réunissez en dehors des sessions pour discuter de sujets importants pour vous. Et là, c'était pour élire les membres, d'abord pour former les commissions et élire les bureaux des commissions. Donc, il ne s'agit pas de sessions. Les sessions ont lieu le premier lundi de janvier, le premier lundi d'avril, le premier lundi de juillet, le premier lundi d'octobre. Sommes-nous dans le premier lundi d'octobre? Non. Sommes-nous en session? Non. Sommes-nous tenus d'informer le préfet de la réunion pour élire le bureau de commission? Non. Donc, je pense que le préfet, il y a une petite confusion dans sa tête. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Deuxième, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a deuxième confusion. Oui. Il dit que la commission domaniale, il y a 3 commissions permanentes. Il y a la commission des affaires économiques, financières, de la planification, etc. C'est la première commission. La deuxième, la commission des affaires sociales. Et la troisième, la commission des affaires domaniales. Oui. Et le règlement intérieur et la loi sur la décentralisation, ils disent on s'inscrit dans 2 commissions au plus. Oui. Mais le maire que je suis ne peut pas demander aux membres du conseil de violer la loi. Ils se sont tous inscrits dans 2 commissions, sauf les membres de l'exécutif communal, c'est-à-dire le maire et les adjoints, maire et les 4 adjoints, qui peuvent s'inscrire dans 3 commissions. Ce que nous avons fait, lecture a été donnée avant le début des opérations des membres de chaque commission. Tout le monde a reconnu qui s'est inscrit dans cette commission. Dans la commission des affaires économiques, dans la commission des affaires sociales et dans la commission des affaires domaniales. Donc, il n'appartient pas au maire d'écrire un nouveau règlement intérieur ou une nouvelle loi sur la décentralisation pour dire mais
la commission des affaires domaniales n'est pas pourvue. Non, c'est la loi qui a contraint tous ceux qui se sont inscrits de s'inscrire comme cela. Et dans la commission des affaires domaniales, il y a le maire, la première adjointe, le deuxième adjoint, ça fait 3. Oui. Ça fait 3. Il y a donc la troisième adjointe et la quatrième adjointe sont du bloc UNIR. Ça fait 2. Automatiquement, on va aux élections, on les bat. Et même, ils se sont dégarnis au profit de la première commission et de la deuxième commission. Mais le résultat est automatique. Ils ont été battus. Donc, vous avez dit que moi qui critique et qui demande que les choses se passent régulièrement, je peux vous dire que j'ai mené, tout ça a été mené de manière claire, transparente, équitable. Personne ne s'est prononcé contre quoi que ce soit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ignorer, vous allez... Voilà. Nous avons répondu au préfet Oui. pour lui dire, voilà, vous êtes trompé, on n'est pas en session. Oui. On n'est pas en session, donc pas tenu de vous informer. 2, la troisième commission affaires domaniales, je ne peux pas contraindre les gens à s'y inscrire. Ils se sont inscrits conformément à la loi et au règlement intérieur qui dit qu'ils peuvent s'inscrire ici comme ça. Oui. Donc, je ne peux rien faire. Et donc, tout s'est bien passé conformément à la loi. Maintenant, s'il y a divergence entre nos points de vue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous saisissez l'autorité compétente qui peut dénouer le problème, c'est le juge administratif. Oui. La loi dit que les délibérations, toute annulation des délibérations d'une collectivité territoriale relève de la compétence exclusive du juge administratif saisi par l'autorité de tutelle. Donc le préfet ne peut pas annuler, voilà. Non, le préfet, il saisit l'autorité de tutelle. Voilà. Alors dites-nous rapidement un mot maintenant sur votre vision maintenant que vous êtes installé, et, vous avez donc commencé votre nouveau mandat. Quelle est votre vision? Quels sont les projets que vous comptez réaliser pour satisfaire, pour répondre aux attentes de vos administrés? Rapidement. Très rapidement, oui. C'est poursuivre la mise en place des infrastructures socio-économiques de base. Oui. Vous savez, on a fait des choses, on a construit des latrines, on a réhabilité, on a construit un centre, une maternité, oui. on a réhabilité des centres médico-sociaux, on a lancé des projets de construction de marchés. Oui. Et tout ça, il faut continuer parce qu'il y a un minimum de base dans les communes, partout. Il faut continuer. C'est pour ça que je souhaitais continuer cette mission. Oui. Mais pas au prix du reniement de mes convictions. Je n'irai jamais négocier pour continuer ces missions-là. Jamais. Eh bien, alors, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours du mandat précédent et comment allez-vous les surmonter et quelles sont vos attentes vis-à-vis du pouvoir central? Je peux vous dire que la décentralisation en est assez balbutiement. Oui. Balbutiement, ouais. Et donc, le pouvoir central, il veut intervenir dans tout. Vous voyez, je vous donne un exemple. J'étais reçu à ma demande par la gouverneure de région pour discuter un peu de l'engorgement de la ville. Vous voyez, partout, il y a des parkings sauvages, des motos, des véhicules, partout. Bientôt, on ne pourra plus circuler. Et puis, ça crée ce qu'on appelle la pollution visuelle. Vous trouvez ça bizarre. Vous passez le long du boulevard de la République, il y a des motos, des véhicules à la plage. C'est pas beau à voir. Donc, j'ai voulu la rencontrer pour discuter de ça, pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'il y a 3 ou 4 ans, j'ai écrit au ministre des Finances pour qu'on mette à ma disposition des parkings sur les réserves, sur les terrains domaniaux. Bon,
ça a été refusé. On m'a répondu que tous les terrains que j'ai demandés ont été attribués à l'EPAM. C'est ce qui m'a été répondu. Donc, dès que nous avons été réélus, j'ai réitéré ma demande au ministre des Finances, au ministre de l'Administration territoriale. Et donc, j'en ai informé la gouverneure pour qu'on puisse discuter. Elle m'apprend lors de cette discussion qu'il y a des parkings qui sont des projets de parking magnifiques qui sont prévus. Et je lui dis, madame, j'ai des palpitations. Parce que ce dont vous me parlez là, ça relève de la compétence propre de la commune. La loi sur la décentralisation attribue en compétence propre la construction des parkings et la gestion des parkings. Donc, et alors, ça a été des projets prévus dans mon dos avec la chambre de commerce. Bon, moi je dis, la chambre de commerce, elle fait du business. Moi, je ne suis pas élu pour faire du business. Je suis élu pour améliorer les conditions de vie des populations de ma commune. Donc, moi, je ne suis pas dans la même logique. Mais comment ça peut se faire que ces choses se passent dans mon dos? Il y a un précédent. Le ministre de la Justice, il a construit un parking tout autour du tribunal. Vous devez voir ça. Vous savez qu'il gère ça et récupère l'argent seul. Il a construit un parking tout autour du bâtiment et il gère. Quand les nôtres sont allés les voir, ils les ont renvoyés. Mais je répète que la construction et la gestion des parkings sont de la compétence propre de la commune. C'est la loi sur la décentralisation. Donc, il faut qu'on arrive à expliquer que chacun reste dans son domaine. Qu'on nous prive de... C'est très important. Quelles sont les potentialités de notre commune, potentialités économiques, financières, si à chaque fois, on nous a pris les marchés. Les marchés, c'est pareil. On m'a pris le grand marché, on m'a pris le marché de Bossimé. C'est-à-dire, on vous prend les marchés, on a pris à Golfe 2 le marché de Ejranaoué. Ce qui fait qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour réaliser. Alors, qu'est-ce que vous espérez maintenant d'eux? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Toujours expliquer. Je n'ai pas autre chose. Je dois expliquer. Laissez les communes fonctionner. Laissez les communes fonctionner. C'est tout. Tout ça, c'est pour ça que, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai décliné cette invitation à discuter du Golfe 4 parce que le problème n'est pas du Golfe 4. C'est le Togo qui est un problème. C'est la manière, la gouvernance nationale qui est un problème. C'est ça qu'il faut régler d'abord et on réglera le problème des communes. Au début de cet entretien, nous parlions des difficultés de l'opposition et pour certains observateurs, l'affaissement de l'opposition favorisait l'émergence des blogueurs et autres activistes de la diaspora qui sont aujourd'hui en première ligne face au pouvoir. Alors, en êtes-vous heureux? Êtes-vous satisfait? Non, je dois dire que c'est une mauvaise interprétation de la situation. Une mauvaise interprétation des sources de la situation. Oui. Donc, il ne s'agit pas de l'affaissement de l'opposition, mais ce sont des Togolais. Ils ont le droit, si jusque-là ils ne se sont pas exprimés, ils ont le droit de s'exprimer. Donc, si à un moment donné ils s'expriment, vous savez, tout ce qui s'oppose au pouvoir, j'en suis preneur. Si c'est 1 centimètre... Quelle que soit la manière? Vous savez, hein, parler, ça ne tue personne. N'est-ce pas? Ils disent les choses de manière, à leur manière. Ce sont des jeunes. Ils ont demandé, ils nous ont écrit au parti politique. Oui, et quelques temps après l'apparition du M66 et sur la scène politique nationale, vous avez rencontré Zaga Bambo, l'un de ses porte-parole, mais cela vous a valu de la part de vos contacteurs une volée de bois vert. Une volée de bois vert. Alors, comment vous avez vécu ces critiques dont vous avez été criblé et quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec ce mouvement? D'abord, ils ont demandé à nous rencontrer. Oui. Et il se faisait... J'étais à Paris et
un de mes collègues du parti connaissait Zagabambo, et il a dit, bon, comme ils vous ont écrit, est-ce que tu souhaites les rencontrer? Il dit, mais ce sont des Togolais, ce sont des jeunes, peut-être que on n'est pas aussi virulent qu'eux, mais peut-être on fut virulent quand on était jeune. Donc, il n'y a aucun problème pour les rencontrer. Mais c'est eux qui nous ont écrit. Je l'ai rencontré. Il a parlé de notre participation aux élections législatives, etc. Je lui ai dit je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles il était important pour nous que nous participions à ces élections. Il a semblé comprendre. On s'est quitté en bon terme. Il était très poli. Puis après, l'après-midi ou le soir, ou le lendemain, bon, on a commencé les insultes. Bon, je n'ai pas compris, mais je n'ai rien fait contre mes principes. Et donc, j'étais serein. Surtout que j'ai discuté avec mes conseillers ici, j'étais à Paris, mais téléphone, on a discuté, bon, il faut les rencontrer, il faut leur faire part de nos positions, etc. Je n'avais rien à me reprocher, donc j'étais tranquille. J'ai trouvé déplorable les insultes, certains qui me vouaient à la mort. Bon, tout ça, c'est bon, je me suis dit, c'est la jeunesse. Alors, le HEP est censé s'appeler à manifester le 8 décembre, et dans 2 jours donc. Allez-vous apporter votre soutien à cette manifestation? Je dis ceci. Oui. Quand on nous demande d'apporter notre soutien ou de réagir par rapport à quelque chose, nous disons ceci. Si vous voulez que nous participions à quelque chose, nous apportions notre soutien, nous préparons la chose ensemble. Et après, nous apportons notre soutien. Mais si vous décrétez quelque chose, certainement avec de bonnes intentions, si nous n'en connaissons ni les tenants ni les aboutissants, nous ne pouvons pas vous apporter notre soutien. Bien que, moralement, nous soutenons. Puisque, comme je viens de le dire, tout ce qui peut égratigner, déstabiliser le régime en place, nous sommes favorables. Et nous n'avons pas le monopole de la lutte politique pour le changement. Tout Togolais, tout citoyen qui voudrait apporter sa contribution, comme on dirait aujourd'hui, qui voudrait faire sa part, nous n'avons aucune raison de ne pas soutenir. Mais nous soutenons moralement. Eh bien, l'événement cette semaine au Togo, c'est le grand oral du président du Conseil, Faure Gnassingbé, devant le Parlement réuni en congrès au siège de l'Assemblée nationale à Lomé. Voici, avec le rappel qui va suivre, un résumé sommaire de l'intervention du chef du gouvernement. Présentation, Hervé Essay. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, était devant le Parlement, réuni en congrès mardi à Lomé, pour un discours sur l'état de la nation, mais qui a pris la forme d'une présentation de sa vision pour un Togo nouveau. Il a à cette occasion partagé avec la représentation nationale les grandes lignes de son action future en sa qualité de chef du gouvernement. Pour le président du Conseil, l'adoption de la Ve République fondée sur un régime parlementaire incarne l'ambition collective de renforcer la démocratie, d'approfondir l'état de droit et de rapprocher davantage l'action publique des citoyens. Nous construisons aujourd'hui ensemble une république nouvelle, une république d'équilibre, une république d'avenir. Cette république est celle que nous avons voulue en adoptant une réforme constitutionnelle d'envergure qui fait de notre pays une démocratie parlementaire moderne. Ce changement consacre un principe simple. C'est désormais ici, dans cette assemblée, que se détermine la politique de la nation. Et c'est ensemble, parlementaires et exécutifs, que nous porterons la voix et les priorités de notre peuple. Je tiens à ce propos à saluer l'esprit de responsabilité et de consensus qui a prévalu lors de cette réforme. Elle s'est faite sans rupture, sans fracas, avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation. Le président du Conseil voit également dans l'entrée dans la Ve République une avancée majeure pour la décentralisation. Le Sénat, désormais en place, porte la voix des territoires dans les décisions nationales. Les conseils régionaux, qui ont été élus pour la première fois,
incarne la volonté des citoyens dans leur diversité. C'est le socle d'un État plus proche qui reconnaît la pluralité des réalités locales et valorise les initiatives issues du terrain. La République que nous construisons doit garantir l'égalité des chances, quelle que soit la région, quel que soit le milieu. Notre gouvernance devra aller vers ceux qui sont éloignés du centre, non l'inverse. S'étalant sur son action future, Faure Gnassingbé affirme que 3 priorités vont guider celle-ci: protéger, rassembler, transformer. Fidèle à l'esprit de la réforme, l'action de mon gouvernement s'organisera autour de 3 axes majeurs. La protection des Togolais, la souveraineté du Togo et son rayonnement diplomatique, c'est la responsabilité de protéger. La consolidation républicaine, la cohésion nationale et la décentralisation, c'est la volonté de rassembler. Et le développement économique et social, c'est l'ambition de transformer. Alors que nous arrivons au terme de la feuille de route gouvernementale 2025, ces 3 axes s'inscrivent dans la continuité de notre action, mais aussi dans une ambition renouvelée, faire de la Ve République la République des résultats. La transformation de l'économie et la poursuite de la modernisation du système judiciaire sont les autres aspects du discours du président du Conseil, pour qui une justice qui fonctionne, c'est une justice qui inspire confiance aux justiciables, qui protège les droits, qui assure la prévisibilité des décisions. Et justement, à propos de justice, Faure Gnassingbé a saisi l'occasion de son intervention devant le Congrès pour instruire le ministre de la Justice de lui soumettre des mesures de grâce élaborées sur la base des principes d'équité et de justice concernant les dossiers de certaines catégories de détenus. Pour conclure son grand oral, il a proposé à la représentation nationale ce qu'il a appelé un pacte de loyauté envers la République, de solidarité envers nos concitoyens et de rigueur dans l'action. Alors, M. Fabre, le président du Conseil était devant le Congrès mardi dernier. C'est un événement auquel vous aurez pu assister, mais vous avez refusé de siéger. Est-ce que vous pensez toujours avoir pris la bonne décision? Je suis absolument sûr d'avoir pris la bonne décision. Je suis toujours député, mais je ne siège pas. C'est ça, oui. J'ai été élu. Tout à fait. J'aurais pu. Mais bon. C'est pour ça que je dis que vous aurez pu assister à ça. C'est contre. Bon, je n'aurais certainement pas accepté d'assister, mais je crois également qu'il y a eu un manque de respect. C'est-à-dire que j'ai été invité par WhatsApp, vous voyez, et j'ai été invité, j'ai vu l'invitation par WhatsApp à 8h30, 9h du matin, alors que mise en place terminée à 10h. Tout ça pour vous dire que peut-être ne souhaitait pas que je sois là. Bon, je ne serais certainement pas allé, même si l'effort avait été mis. Maintenant, je dis ceci. On connaît l'exercice. Monsieur Faure Gnassingbé, c'est dans la droite. Tout ce qu'il vient de faire là, ça s'appelle beaucoup de blablabla. Il a fait du blablabla comme le RPT sait le faire depuis 1969. Vous vous souvenez, vous n'êtes pas très loin de moi, de mon âge. Oui. Et donc nous qui avons un certain âge, maintenant, nous savons ce que le RPT a fait en 1969. Il a écrit un livre vert qui était supposé nous amener au paradis, n'est-ce pas? Où il nous a amenés? À la conférence nationale souveraine, parce qu'on est passé par le goulag. N'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est du blablabla. Et il parle, c'est de belles paroles. Mais, il a décidé tout seul, pour ses ambitions personnelles, avec sa cour, de créer une 5e République. Oui. En n'y mettant pas... Il dit que le changement de constitution n'a pour seule boussole que l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. C'est son intérêt qu'il appelle l'intérêt supérieur de la nation. Et tout le monde le sait. Il a écrit une constitution bourrée de tellement d'incohérences. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps de tourner la page? Vous contestez Non. toujours. Est-ce qu'il n'est pas temps? Le vin est tiré, n'est-ce pas? Non, il n'est pas tiré. Il n'est pas tiré. Et vous croyez que la lutte politique se mène comme ça? On dit, le vin est tiré, on avance? Jamais. Mais il a écrit une constitution qui l'oblige à faire preuve d'arbitraire. Nous persistons et nous signons. Nous avons dit depuis, je ne sais pas si c'était sur votre plateau ici ou si c'était ailleurs, mais M. Éric Dupuis, porte-parole du parti, avait dit, il y a 1 mois et demi, 2 mois, que la composition du gouvernement n'est assise sur aucune disposition constitutionnelle. Donc,
rien n'autorise M. Faure Gnassingbé à prendre le décret composant le gouvernement. Vous prenez, j'ai le... Oui, cet aspect-là, on va venir là-dessus tout à l'heure. Disons du discours. Oui. Du discours. Non, on n'a pas grand-chose à en dire, sauf que ça s'appelle, je vais clôturer là-dessus d'ailleurs, ça s'appelle un catalogue de vœux pieux qui nous ont conduits à la conférence nationale souveraine parce que on a maltraité le peuple togolais après avoir promis de l'amener au paradis. Donc, un recueil de bonnes intentions, un catalogue de vœux pieux, allons-y. S'il veut montrer sa bonne foi, il abandonne ce qu'il est en train de faire là, parce que nous, on ne le lâchera pas. On ne le lâchera pas. C'est mon devoir. C'est peut-être son devoir de continuer dans l'arbitraire, c'est mon devoir de l'empêcher de continuer dans l'arbitraire. Donc voilà. Chacun fait son travail. Voilà, ok. Nous allons observer une pause pour les annonceurs et on revient tout à l'heure pour la suite de cet entretien. Retour au studio pour la suite de cet entretien avec le président national de l'Alliance nationale pour le changement et maire de Golfe 4, Jean-Pierre Fabre. Alors, monsieur le président, une dernière question sur le discours du président du Conseil. Je le cite, « La démocratie ne s'accommode pas du monologue, elle s'enrichit du débat. Mon gouvernement tendra donc la main à toutes les forces représentées dans cette Assemblée au Sénat. C'est dans la diversité des opinions que nous construirons des politiques plus justes, plus efficaces, plus légitimes. » Voilà donc voilà un extrait du discours du président du Conseil. En tant que député de la Nation, que pensez-vous de cette volonté du PC d'accorder plus de place au débat, de mettre la représentation nationale au centre de la gouvernance? Il n'en pense pas un mot. Il n'en pense pas un mot. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Et il ne faut surtout pas que j'oublie, il y a quelque chose que je voulais dire, mais je vais vous dire ceci d'abord. Vous prenez la Constitution. On dit, nous sommes en régime parlementaire. Oui. La Constitution, la fameuse 5e République. Le régime parlementaire est fondé sur ce qu'on appelle la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Oui. Or, et donc, quand le gouvernement perd sa majorité à l'Assemblée, que fait le gouvernement? Le gouvernement tombe. Le gouvernement démissionne. Oui. C'est ça qui est le fondement du régime parlementaire. C'est-à-dire la majorité, le gouvernement détient la majorité à l'Assemblée nationale. Mais dans notre constitution, de la fameuse 5e République actuelle, que se passe-t-il, à votre avis, si le gouvernement perd sa majorité à l'Assemblée? À votre avis, l'Assemblée tombe. Ce n'est pas le gouvernement qui tombe, c'est l'Assemblée qui tombe. Donc, ce qu'il raconte sur c'est ici que va se décider quelque chose, des députés qui ont peur de tomber si ils renversent le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'ils vont renverser le gouvernement? Non. Donc, ils ne pensent pas un mot, ils ne pensent pas que tout ça va se décider à l'Assemblée nationale. Rien ne se décidera, puisque les députés savent que s'ils n'accordent pas, s'ils votent la censure contre le gouvernement, c'est l'Assemblée qui tombe. Ce n'est pas le gouvernement qui tombe, contrairement à ce qui se passe dans tous les régimes parlementaires du monde. Donc, il ne dit rien. Ce qu'il dit là, c'est du blablabla. Maintenant, il dit qu'il va tendre la main. On sait comment il tend la main. Il tend la main en débauchant dans nos partis, en affaiblissant, en tentant tout le temps d'affaiblir nos partis. C'est ça, tendre la main? Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? On est en politique et c'est peut-être que si les gens se laissent débaucher. Non, il se laisse débaucher. Oui. Bon, il ne serait pas débauché, donc si lui n'était pas tenté de les débaucher. Donc, il dit, c'est la pratique du double langage. Il débauche des gens de nos partis, que nous excluons évidemment, parce que ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas être dans un parti et être au gouvernement, contrairement à ce qui se fait au Togo, et la loi au Togo l'autorise. Tout ça, c'est des choses. Il faut refonder la République togolaise. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis,
Ce que nous cherchons dans nos partis, c'est des hommes de conviction. Ce ne sont pas des gens qui se laissent déboucher à la première tentative. Ça s'appelle des voyageurs sans bagage. Monsieur le Président, le PC s'est présenté devant le Parlement en compagnie de son gouvernement et qu'il avait nommé par un décret en date du 8 octobre dernier, un décret dont vous dénoncez, selon vous, l'illégalité dans une déclaration rendue publique lundi dernier. Alors pourquoi, selon vous, ce décret est illégal? Ce décret est illégal pour une raison très simple. Et je viens de dire tout à l'heure qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, M. Dupuis, porte-parole du parti, l'avait déjà dit. Peut-être que c'était ici. Mais il l'avait déjà dit. Et nous avons souhaité revenir dessus parce qu'on a l'impression que peut-être l'opinion n'a pas suivi. Et donc nous redisons cela. Si vous prenez la constitution de la fameuse constitution de la fameuse 5e République, vous la prenez, vous y cherchez l'article ou la disposition qui autorise le chef de l'État à nommer le Premier ministre, à nommer le gouvernement. Vous ne trouvez pas ça. Vous ne trouvez rien du tout. La preuve que ça n'existe pas, c'est que maintenant, le décret portant nomination du Premier ministre et du gouvernement, ce décret ne vise plus un article, puisqu'il n'existe pas. Le décret vise la Constitution. On dit, vu la Constitution le décrète. Alors qu'avant, je vous ai apporté les photocopies des journaux officiels. Vous avez tout ici. Vous avez ici, vu la Constitution du 6 mai, notamment en ses articles transitoires, dispositions transitoires des articles 5 et suivants. Donc on vise un article. Oui, M. Fab, même si la Constitution de 6 mai 2024 ne précise nulle part l'autorité compétente pour nommer les membres du gouvernement, alors, ni la procédure y afférente, comme vous le dites, le président du Conseil étant le chef du gouvernement, cela ne va-t-il pas de soi que ce soit... Non, rien ne va de soi. Ça s'appelle l'arbitraire. Tout est prévu. Vous prenez la Constitution de 92, vous voyez, c'est cette manière que nous avons au Togo de penser que celui qui détient le pouvoir peut l'utiliser de manière arbitraire. C'est ça qui encourage à l'arbitraire. Quelle autre autorité pourrait le faire? Quand on sait que le PA, par exemple, le président de la République, n'est qu'un inaugurateur de chrysanthème. Oui, bon. Mais il est le chef de l'État. Oui. Il est le chef de l'État et il symbolise l'unité nationale. Il peut attirer l'attention, bien que inaugurateur de chrysanthème, il peut attirer l'attention du... Comment vous l'appelez déjà? Le président du Conseil. Il peut attirer son attention sur l'inexistence dans la Constitution de dispositions qui l'autorisent à former le gouvernement. Je peux même vous dire que nous lui avons adressé une lettre au président de la République. Au président de la République, oui. Pour le lui dire. Parce que vous savez, le président de la République, il a fréquenté au cours de son cursus ou de son parcours académique, il a fait Sciences Po Bordeaux. Et donc, il comprend très bien ces choses. Il a fait Sciences Po et je vous cite Pierre Mendès France qui disait que pour un homme politique responsable, la fonction crée le devoir. Donc, il a le devoir, en tant qu'homme politique responsable, je suppose, d'attirer l'attention du président du Conseil, comme vous le dites, sur cette situation. Donc, je vous garantis qu'il n'y a rien dans la Constitution qui autorise le chef de l'État à nommer un Premier ministre, à constituer le gouvernement. Là, on est dans le cas d'une personne qui nomme ses amis, puisque rien ne l'y autorise. Rien ne l'y autorise. Il ne faut pas dire que parce qu'il est président du Conseil, comme il se dit, qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce que tout a été prévu dans la Constitution de 92, dans toutes les constitutions du monde. Alors, le président du Conseil envisage
Dans ce discours, il a Ouais, excusez-moi, Oui. savez-vous pourquoi il a mis 5 ans pour former le gouvernement? 5 mois. Il a mis 5 mois, vous vous souvenez? Oui. C'est parce qu'ils se sont rendus compte à unir. Nous avons de grandes oreilles. Ils se demandaient quoi faire. Ah bon? Ah oui, ah oui. Vous savez, on a des gens dans les partis, des gens qui fréquentent, nanana, qui attendent d'être nommés sénateurs, certains sont nommés sénateurs, et qui disent des choses, et qui disent qu'ils se demandent quoi faire. Et après, ils se sont dit, bon, jetons-nous à l'eau, on va voir. Ok, dans ce discours, le PC, le président du Conseil envisage de gracier donc certaines catégories de détenus. On ne sait pas encore si ceux qui sont considérés par l'opposition comme des détenus politiques et dont beaucoup sont en grève en ce moment, d'après ce que nous apprenons. Alors, s'ils sont concernés, mais l'élargissement des détenus, quel qu'il soit, c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça fait partie de ce que nous demandons depuis longtemps. Nous ne pouvons pas dire maintenant que non, on n'est pas d'accord que telle ou telle personne. Vous savez, moi, Jean-Pierre Fabre, ce que les gens ne savent peut-être pas, qui a dormi 5 nuits à la gendarmerie de l'aéroport, qui a dormi dans un local à l'aéroport, qui a dormi à la gendarmerie de Lomé, la gendarmerie nationale, oui, qui a dormi à la sûreté nationale, qui a dormi au commissariat central, 2 jours, 3 jours, qui a dormi à la DPJ. Toutes ces choses, je voudrais que ceux qui accusent Fabre de faire ceci, ils le sachent, que Fabre ne fera jamais n'importe quoi, parce qu'il a ça dans un coin de sa tête. Donc, moi qui connais ces situations-là, je ne peux que souhaiter que des gens qui sortent détenus dans des conditions déplorables pendant des semaines, des mois, des années, soient libérés. Donc, s'il le fait, nous le demandons depuis longtemps. Alors, vous êtes particulièrement en offensive ces derniers temps. Ainsi donc, vous avez récemment envoyé au préfet du Golfe un courrier en réponse à une note que ce dernier avait adressé le 22 septembre au maire de son ressort territorial, leur demandant donc de prendre part à une conférence publique dans le cadre des activités commémoratives marquant les 20 ans du rappel à Dieu du général Gnassingbé Eyadema. Alors, vous n'y avez pas participé et vous avez attendu le 18 novembre dernier, presque 2 mois, pour lui répondre. Alors, n'aurait-il pas été plus élégant de garder le silence, de faire comme si vous n'aviez pas reçu ce courrier? Jamais, jamais, parce que ce courrier touchait à des points fondamentaux de la vie politique togolaise. Le premier point concerne le 23 septembre. Vous voyez, c'est une sorte de commémoration camouflée du 23 septembre. On veut célébrer le 23 septembre, mais on dit que c'est pour les 20 ans du décès de Gnassingbé Eyadema. Je trouve ça curieux. Apparemment, vous êtes dans la peine de répondre finalement au préfet juste pour avoir l'occasion de contester le titre de père de la nation attribué au général Eyadema. Et pour vous, le seul qui mérite ce titre est Sylvanus Olympio. Pourquoi pas Gnassingbé Eyadema? Pourquoi Sylvanus n'est pas Eyadema? Je vais vous dire une chose. Oui. C'est simple. Moi, Jean-Pierre Fabre, je ne me bats pas pour Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio n'a pas besoin de Jean-Pierre Fabre pour être le père de la nation. Sylvanus Olympio est le père incontesté, incontestable et incontesté de la nation togolaise. Je me bats pour la vérité historique. C'est tout. Donc, Sylvanus Olympio, 1, n'a pas besoin de moi. 2, le titre de père de la nation, pour le porter, il y a des conditions. Dans tous les pays du monde, le titre de père de la nation est porté par des gens qui ont incarné par leur engagement, leur courage et leur sacrifice la quête, ça veut dire la poursuite de la liberté et la dignité de leur peuple. Si vous n'avez pas lutté pour l'émancipation de votre peuple du joug colonial, vous ne pouvez jamais porter
le titre de père de la nation. Je vous donne des exemples. Tous ceux qui sont désignés pères de la nation, et il y en a beaucoup. Mahatma Gandhi en Inde, John Garang, Patrice Lumumba, tous ces gens-là ont lutté pour l'indépendance, d'abord pour l'indépendance, après ils ont dirigé leur pays, mais en fait c'est l'indépendance qui donne, la lutte pour l'indépendance qui donne le titre de père de la nation. L'émancipation de son peuple, c'est ça. Vous savez que Patrice Lumumba a dirigé son pays 2 mois et demi, du 30 juin 60 au 15 septembre 60. Pourtant, face à Mobutu Sese Seko, qui a fait 32 ans au pouvoir, il a été désigné père de la nation. Ça veut dire que il n'est pas nécessaire de diriger son pays pour être désigné père de la nation, mais il est indispensable de lutter pour l'émancipation de son pays du joug colonial. Oui, vous savez, ceux qui considèrent Eyadema, Gnassingbé Eyadema comme le père de la nation, ils ont, entre autres arguments, ils disent que le Togo était divisé, n'était pas véritablement une nation, et que c'est Gnassingbé Eyadema qui a rassemblé les Togolais et qui en a fait véritablement une nation. Ça s'appelle un narratif. Un narratif inventé pour justifier quelque chose. Tout le monde le sait. Vous savez, lorsque M. Gnassingbé Eyadema a accédé au pouvoir en 1967, à la suite d'un coup d'État, le Togo était déjà reconnu comme une nation. En raison de quoi? Vous savez, la nation est née de la lutte pour l'indépendance. Vous avez des populations qui poursuivent un but, le but commun de libération nationale de leur pays du joug colonial. C'est ça qui a créé la nation. Il y a eu un fort sentiment d'appartenance à une entité qui a été créée, cimentée, édifiée par les longues années de lutte pour l'indépendance. C'est ça qui a créé la nation. Et c'est ça qu'a reconnu l'historien français bien connu, Robert Cornevin, qui a publié en 1963 un livre intitulé quoi? Togo, nation pilote. Donc, Gnassingbé Eyadema ne peut pas être le géniteur, le père d'une nation qui existait déjà avant son accession au pouvoir. Tout le reste n'est que invention. Pour faire de M. Gnassingbé Eyadema, pour accorder à M. Gnassingbé Eyadema un titre qu'il ne mérite pas en raison de situations, j'allais dire, rédhibitoires. Ça veut dire créer des situations. C'est insurmontable pour lui. Donc, pas besoin de diriger son pays, rassembler son pays. Je vous redonne la définition de père de la nation. Être père de la nation, c'est incarner par son engagement, son courage et son sacrifice la poursuite, la quête de liberté et de dignité de son peuple. Ça, c'est arrivé avant Gnassingbé Eyadema. Il ne peut pas faire ce que les autres ont déjà fait, il ne peut pas le défaire. C'est fait. Alors, donc, oui, ça va? Oui, bon, je pense que il est encore les ruses qu'on essaye de mettre en œuvre, tout ce qu'on essaye de faire pour faire de M. Gnassingbé Eyadema le père de la nation. Ça, nous sommes la risée du monde pour cela, comme nous sommes la risée du monde pour beaucoup de choses. Mais pour ça aussi, nous sommes la risée du monde. C'est toujours la pratique de l'arbitraire qui amène ça.
Bien, un mot rapidement sur les déguerpissements en cours à Lomé. Il y en a eu aussi sur le territoire communal que vous dirigez, et notamment à Hankopé. J'ai écouté des victimes de ces déguerpissements. Vous accusez d'être complice de cette situation. Avez-vous été associé à cela et qu'en pensez-vous? Non, pas du tout. Nous n'avons pas été associés à quoi que ce soit. Ce que j'ai compris, après, c'est que pour ce qui est arrivé à Kassimé, c'est le Togoraï qui renvoie les gens qui sont qui ont installé des attelages, comment on appelle ça, des marchandises le long de la voie. Oui. Et la loi dit 25 mètres de la voie. Et ils sont des fois à 5 mètres sur la voie, etc. Bon. Ça, c'est les gens d'Akassimé. J'ai entendu dire qu'ils m'accusent, mais bon, les vendeurs sont venus me voir. On est en train de leur trouver des solutions. Donc, moi, je n'ai jamais été associé à cela. Elles sont venues me voir et nous discutons avec elles de la manière de régler le problème. Mais vous comprenez que Togo Rail veuille que la voie soit dégagée quand même. Ah, si c'est la loi, il faut appliquer la loi. Mais il faut associer les gens, les vendeuses qui sont autour de la voie. On leur a demandé si elles ont été prévenues. Elles ont dit, pour dire la vérité, elles ont dit oui. Qu'elles diraient des mensonges si elles disent qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas été prévenues. Bon, maintenant, il y a également des déguerpissements qui ne sont pas seulement le fait de Togoraï. Oui. Il y a des déguerpissements sur les réserves administratives, peut-être des terrains domaniaux. Oui. Mais comment se fait-il que des gens ont pu s'installer sur les réserves administratives et disposer de documents qui leur permettent de s'y installer? Des titres fonciers. Vous savez, c'est une pratique qu'amène l'arbitraire. Si dans un pays, l'arbitraire se pratique, il y aura plein de choses. Moi, j'ai en mémoire un terrain qui était une grande réserve administrative à côté du marché de Hidranawe, qui a une clôture très bizarre d'ailleurs, mais qui a été attribuée à quelqu'un qui a dirigé le pays et qui dispose d'un titre foncier sur le terrain, sans qu'il l'ait acheté. Donc, si vous pratiquez l'arbitraire et que vous ne respectez pas les choses, après vous êtes obligé de sanctionner ici, oubliant ce que vous-même vous avez fait. Parce qu'il y a certainement des autorités, des personnes représentant de l'autorité qui également sont sur ces domaines. Alors, il faut régler ce problème de la manière la plus juste possible. Et si des gens sont installés sur des domaines de manière illégale, il faut prendre les dispositions pour les indemniser. Ah oui, on ne peut pas laisser certains, en raison de leur rang, sur des domaines administratifs et renvoyer d'autres. Non. Donc, ce problème doit être réglé de la manière la plus juste possible. Alors, le Togo est dans la fièvre de l'organisation d'un sommet sur le panafricanisme. Et cela n'a pas l'air de vous plaire, puisque vous parlez d'une manœuvre aussi grossière qu'indécente. Alors, pourquoi le Togo ne devrait-il pas organiser un tel congrès? Nous sommes quand même dans le pays de Sylvanus Olympio, hein, le premier président du Togo. Très bien. Un panafricaniste de la première heure, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour défendre Sylvanus Olympio. Ses actes parlent pour lui. Donc, il était un panafricaniste de la première heure. Donc, on ne va pas parler de Sylvanus Olympio dans le panafricanisme. Par contre, la participation ou l'engagement soudain du régime togolais dans le panafricanisme, ça surprend, n'est-ce pas? Un régime qui massacre sa population dès que cette population veut organiser des manifestations pour exercer son droit reconnu par la Constitution à s'exprimer, et on le massacre. Et puis après, on vient dire que
on défend cette population qu'on empêche de s'exprimer. Bah, le panafricanisme, ça veut dire permettre l'épanouissement de son peuple en respectant son identité. Donc, de vrais panafricanistes ne peuvent pas se tenir à côté de régimes qui massacrent leur population. Le soudain intérêt du régime togolais vis-à-vis du panafricanisme. Pourquoi est-ce que vous parlez de soudain? Puisque l'élan de panafricanisme là, qui souffle, là, qu'on constate, c'est une certaine, comment dirais-je, les gens se révoltent contre la façon dont ceux qui les Occidentaux se comportent envers les Africains. Oui. Et ça, tout le monde peut ressentir ça, non? Non. Quand on a bénéficié pour se maintenir au pouvoir pendant des décennies de la complicité, de la complaisance, même de la complicité de l'Occident, eh bien, on ne va pas dire aux Nations Unies, nous sommes fatigués de vous. Tout ce qu'ils font, c'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme, c'est du cynisme. C'est l'air du temps. Les jeunes Africains, ils sont contre la manière dont l'Occident s'est comporté vis-à-vis de nous jusqu'à présent. Et je suis d'accord avec eux. Mais le Togo qui a bénéficié du soutien. Je me souviens des ambassadeurs des États-Unis sortant de la présidence de la République à l'époque de M. Gnassingbé Yarima, dénonçant des complots contre ourdis par la gauche, n'est-ce pas, par l'URSS, etc., contre Gnassingbé Yarima. Donc, il a bénéficié de la complaisance et du soutien de l'Occident. Alors, on est un peu plus prudent, un peu moins bavard. Et le cynisme, là, ce n'est pas sérieux. Alors, vous vous indignez de la présence annoncée de Doudou Dieng, le rapporteur de l'ONU, qui avait conduit une mission d'enquête sur les violences au Togo en 2005. Mais il n'est pas le seul à approuver la rencontre de Lomé. Beaucoup d'autres leaders d'opinion soutiennent la tenue de ce sommet. Je vous prie d'écouter respectivement Lilian Thuram, écrivain et ancien footballeur international français, Didier Awadi, un artiste sénégalais, Tiken Diafa Koli, le célèbre reggaeman ivoirien qui a plus d'une fois critiqué le pouvoir togolais, et Assalfo, un autre célèbre chanteur ivoirien. Je suis Lilian Thuram. Je soutiens le 9e congrès panafricain. Le monde a besoin d'une Afrique unie. Je soutiens donc le 9e congrès panafricaniste parce que l'Afrique n'est pas démunie, mais seulement désunie. C'est Awadi Soukonara international. Je suis Tiken Diafa Koli, je soutiens totalement le 9e congrès panafricain qui aura lieu à Lomé. L'Afrique a besoin de solidarité, d'unité, de rassemblement de ses fils. Et notre objectif principal, c'est l'unité africaine. Il faut que l'Afrique soit ensemble pour gagner tous les combats. Ce congrès nous permettra d'avancer encore vers cette unité tant attendue. Rastafari. Je suis à Salfo. Je suis très heureux de savoir que toutes les forces vives de l'Afrique se retrouveront à Lomé à l'occasion de ce congrès pour débattre autour de tout ce qui a trait au développement de notre continent. Je suis panafricain, donc j'adhère totalement au projet. Alors, visiblement, vous refusez de reconnaître le succès diplomatique que représente la tenue de ce sommet à Lomé, mais en donnant l'impression, dans votre prise de position, d'ignorer le désir d'unité et de souveraineté qui traverse en ce moment une bonne partie du continent. Ne risquez-vous pas d'être incompris et d'être même taxé d'antipatriote? Non, pas du tout. Être antipatriote, être favorable au panafricanisme, ce n'est pas simplement déclarer sur les radios « Je soutiens le 9e congrès ». C'est tout ce que j'ai entendu. L'Afrique a besoin d'être unie. Bon, c'est à moi qu'ils disent ça? Non. Je connais ça mieux que ceux qui le disent. N'est-ce pas? Quelles sont les raisons qui fondent leur position? Il n'y en a pas. Sauf que peut-être on leur a promis des choses. C'est tout ce que moi je peux dire. Je suis togolais. Je défends je suis contre la tentative de récupération du
du panafricanisme par ceux qui n'ont fait que bafouer les droits du peuple togolais et qui le font encore jusqu'à présent. C'est mon droit. Aucun d'entre eux n'est togolais. Tout ce que vous venez de citer là. Et je soutiens. Non, mais est-ce que vous ne les comprenez pas? Eux, ils ne s'occupent pas des problèmes en interne au Togo. Ils doivent s'occuper de ça. Ils doivent savoir qu'aucun panafricaniste honnête ne peut se tenir à côté d'un régime qui bafoue les droits de son peuple. Et donc, ils doivent le savoir, s'ils sont réellement panafricanistes. Donc, ils doivent savoir que cette démarche, ils savent, ils sont en Afrique, ils écoutent les radios, ils savent ce qui se passe au Togo. Et d'ailleurs, vous n'avez pas cité l'un d'entre eux qui a refusé de venir, qui, approché par le ministre, il l'a dit, des Affaires étrangères, a décliné l'offre. Kémi Séba? Oui, M. Kémi Séba a dit, moi je sais ce qui se passe au Togo, je ne peux pas raisonnablement et honnêtement me présenter à ça. Et lui, il est tout proche, il est béninois. Il est tout proche. Donc, les autres, ils ont leur raison, mais... Monsieur Fabre, on a déjà largement dépassé le temps qui nous est imparti. Je vous laisse encore 1 minute pour conclure cet entretien. Si vous avez un mot de fin pour clore l'entretien. Non, d'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. La dernière fois que je suis passé à votre émission, il y a longtemps. Très longtemps. Donc, j'espère que vous allez m'inviter plus régulièrement. J'espère. Et j'espère aussi, moi aussi, que vous allez accepter, voilà. Non, ça me permet... Non, vous savez, nous sommes d'accord qu'il y a certaines choses qu'on doit expliquer, réexpliquer, pour que les Togolais comprennent. On va dire ça comme ça. Et donc, j'explique également. Je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution ne dispose d'aucune disposition, aucun article qui autorise M. Faure Gnassingbé à nommer un gouvernement. Vous verrez les nominations de Mme Tomega. Vous verrez que ces nominations sont assises, sont appuyées, sont fondées sur des articles, des dispositions constitutionnelles. La nomination de M. Du gouvernement n'est fondée sur rien du tout. Eh bien, donc je vous dis, merci de m'avoir invité. Je demande à nos auditeurs quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises lors des meetings, mais je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, s'il vous plaît, Moudekoukou, s'il vous plaît, Miboutame, réfléchissons un peu. Quand on nous donne des informations, réfléchissons un peu. C'est pas difficile de trouver que ce qu'on nous dit là, pourquoi on insulte Fabre tous les jours sur les médias? C'est parce que Fabre est déterminé. C'est tout. Eh bien, donc, merci. Réfléchissons un peu. Merci. C'est la fin donc de cet entretien avec le président national de l'Alliance nationale pour le changement et maire de Golfe 4, député élu, Jean-Pierre Fabre, que je remercie pour avoir accepté de participer à cette émission. Mes remerciements à vous également, mesdames et messieurs, pour votre fidélité d'écoute. Cet entretien sera rediffusé demain dimanche à partir de 11h. Au micro, c'était Bella Agbo. À samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.